Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'étrange meurtre de Patrice Beau. Alors, restez là. Nous sommes en France, à Nemours, en Seine-et-Marne. Le 13 mai 2003, il est très précisément 23h30 quand Patrice Beau, un neurologue de 46 ans, ferme la porte de son cabinet au 16 rue Hedelin. Après cette longue journée de travail, il a hâte de rentrer chez lui. Mais dans le silence de la nuit, 2 coups de feu retentissent. Et Patrice s'écroule au sol. On vient de lui tirer dessus. L'homme qui vient de l'abattre part tranquillement à pied, fusil à la main, puis monte apparemment dans un fourgon blanc et s'enfuit. Un voisin du numéro 13 de la rue court porter secours à la victime et appelle les pompiers. Patrice est encore conscient et dira à cette personne « Cette veste marron, je l'ai déjà vue ». À 23h45, soit 15 minutes plus tard, les pompiers arrivent. Patrice dit qu'il a très mal et qu'il ne sent plus ses jambes. On l'endort donc pour le soulager, le temps de l'emmener à l'hôpital. Mais arrivé aux urgences, son état s'aggrave. Il fait un premier arrêt cardiaque et on l'emmène au bloc. L'analyse de ses blessures révèle qu'il a plusieurs organes vitaux touchés. Patrice décède à 1h50 le matin du 14 mai 2003. Patrice Beau a 46 ans au moment du drame. Il est marié depuis 21 ans et père de 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Après avoir habité de longues années en région parisienne, c'est en 1995 que le couple achète une maison dans la commune de Grès-sur-Loing. Patrice est un neurologue passionné par son métier, unique neurologue de la ville, il travaille beaucoup et dort très peu. Il a son propre cabinet, mais travaille aussi à l'hôpital de Nemours où il crée en 1997 l'UTD, l'unité de traitement de la douleur, pour une prise en charge de malades en échec thérapeutique. Il est également 2 jours par semaine à la Fondation Rothschild pour la recherche. Il est également passionné par le piano, il en joue quasiment quotidiennement, mais aussi par l'Irlande où il se rend tous les ans en vacances avec sa famille. La porte du cabinet du neurologue est ouverte. Le trousseau de clés est retrouvé sur le trottoir et son sac à dos contre le mur. 2 traces de sang par terre. Ce sang est celui de Patrice uniquement. Les douilles ne sont pas retrouvées. Mais une dizaine de plombs sont trouvés dans le caniveau. On ne relève aucune trace ADN. On ne peut donc se référer qu'aux riverains qui, à cette heure tardive, sont nombreux à avoir entendu les coups de feu, et même à des passants qui ont vu un homme au comportement particulièrement étrange dans la rue Hedelin ce soir-là. Témoin numéro 1. Il est 19h55. La femme de ménage a eu peur de la présence d'un homme au téléphone situé en bas du cabinet. Elle était avec son mari, elle a fait le tour du pâté de maison, puis à son retour, l'homme avait disparu. Témoin numéro 2, il est 23h20. Un homme sort de chez son ami, rue Hedelin, et voit un homme face au numéro 16, sur le trottoir opposé, qui regarde fixement la seule lumière allumée, qui est celle du cabinet. Témoin numéro 3, quelques minutes plus tard, au 20 rue Hedelin, la riveraine entend 2 coups de feu, va à sa fenêtre et voit un homme qui traverse avec un fusil à la main. Il est petit et trapu, il a les cheveux bruns, entre 45 et 55 ans, 1m70 environ. Témoin numéro 4, 12 bis rue Hedelin. La riveraine voit passer l'homme, mais elle le décrit avec les cheveux blancs. Témoin numéro 5, 13 rue Hedelin. Il voit l'homme passer, puis un fourgon blanc qui démarre très vite, de marque Iveco. Le fils de cette personne va rejoindre la victime pour lui apporter son aide et recueille ses premiers mots. L'autopsie est réalisée le 15 mai 2003 à l'Institut médico-légal de Paris. Elle révèle que Patrice a succombé à une hémorragie interne. Le premier coup de feu a été reçu sous son aisselle gauche et le second dans le dos. Les balles ont été tirées à bout portant, soit à très faible distance, une dizaine de centimètres. Il n'y a pas de traces de lutte, Patrice ne s'est pas débattu. L'arme utilisée est un fusil de calibre 12, qui est une arme extrêmement répandue. 10 millions de fusils de calibre 12 en France. Ce matin-là, Patrice arrive à son cabinet à 8h30. On est mardi, il ne reçoit ses patients que l'après-midi, mais il en profite pour faire ses tâches administratives. Sa femme Nathalie, qui est professeure de français au collège de Nemours, passe à l'improviste ce matin-là lui faire un bisou avant d'aller travailler. Il est à ce moment-là en ligne avec un confrère suédois. À 10h, il se rend à l'hôpital de Nemours où il dirige l'UTD. Il a 1 heure de retard. Premier incident troublant, en raison de son retard, un patient fait un esclandre dans la salle d'attente de l'hôpital, puis s'en va.
Il se rend ensuite donc à l'hôpital de Montargis, puis retour à son cabinet en début d'après-midi où il enchaîne les patients. Deuxième élément troublant, à 19h, un patient entre dans la salle d'attente de son cabinet, énervé, agacé, il fait les 100 pas, puis s'en va. Il finit ses consultations à 21h, puis enchaîne avec ses comptes rendus et la gestion de sa boîte mail. Il éteint son ordinateur à 23h25. On s'intéresse tout d'abord à la vie privée de Patrice. Il semblait heureux, mais les enquêteurs cherchent à savoir s'il n'avait pas une maîtresse. Ses collègues et amis s'accordent à dire qu'il avait un emploi du temps tellement surchargé que c'était impossible à leurs yeux. Le disque dur de son ordinateur est saisi et analysé. Les enquêteurs trouvent pourtant des mails ambigus de la part d'une secrétaire médicale de l'hôpital. Ils se rendent compte, en plus, qu'elle est passée au cabinet de Patrice le jour de son meurtre, entre 18h et 18h30. On l'interroge donc elle, mais également son mari. Elle s'est rendue à son cabinet uniquement pour lui faire signer des papiers, et son mari tombe des nues. De plus, il ne correspond absolument pas à la description du meurtrier. Il est présenté au témoin numéro 2, qui ne le reconnaît pas. Son domicile est quand même perquisitionné, mais on retrouve ni veste marron, ni fusil de calibre 22. On les laisse tranquilles et on abandonne la piste de la maîtresse et du mari jaloux. En se penchant sur sa vie privée, ils se sont rendus compte qu'il était en plein litige avec son entrepreneur. En automne 99, Patrice fait appel à cet homme pour des travaux d'agrandissement de sa maison. Une grosse tempête retarde considérablement le chantier. Le problème, c'est qu'ils habitent sur place, et ne voyant pas les résultats escomptés début 2003, Patrice décide de suspendre les versements. Il passe très récemment en conciliation et l'entrepreneur finit par être payé. Mais il continue à envoyer des lettres de menaces à Patrice. Intéressant. Malheureusement, les investigations sur cette personne vont s'arrêter net le 3 novembre 2006, lorsque son corps sera retrouvé dans une forêt proche de Nemours. Il s'est tiré une balle dans la tête. L'arme n'est pas la même que celle qui a tué Patrice. Il a laissé une lettre à sa femme, mais pas un mot au sujet de Patrice. On s'intéresse ensuite à la vie professionnelle de Patrice, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a de quoi faire. Patrice a plus de 3000 patients référencés, une majorité de personnes à pathologie lourde, et il a la réputation d'être un médecin qui est toujours en retard. Ce qui peut probablement agacer certains patients, mais de là à le tuer ? Est-ce que le fait qu'il enchaîne les rendez-vous et les heures de travail à n'en plus finir aurait pu jouer sur la qualité des diagnostics du médecin ? Pour le découvrir, il faut consulter tous les dossiers médicaux. En raison du secret médical, la police n'a pas le droit d'y toucher. C'est un médecin qui entreprend ce travail titanesque. En attendant, la police s'intéresse aux collègues de travail de Patrice. Y a-t-il des rivalités ou des jalousies ? Eh bien, étrangement, c'est après la mort de Patrice que le comportement d'un médecin de l'équipe interroge. Il s'est imposé à sa succession et toute son équipe est partie. Et ils apprennent aussi que Patrice pensait sérieusement à se séparer de ce collaborateur avant de mourir. Encore un fait étrange, le soir du meurtre, il est lui aussi passé au cabinet à 21h. Pourquoi ? Interrogé, il expliquera qu'ils avaient un colloque le lendemain et qu'ils se sont vus pour l'organisation. Et puis, encore une fois, lui non plus ne correspond pas du tout à la description du meurtrier. En mars 2004, un portrait robot de tueur est effectué, mais il est controversé, car il est basé uniquement sur la description du témoin numéro 2. Il est alors diffusé dans toute la presse régionale. Le 15 décembre 2006, soit 3 ans plus tard, une lettre anonyme est reçue au SRPJ de Versailles. Écrite à la main, cette lettre dit « Affaire du docteur Beau, commanditaire connu du service UTD du CH Nemours. Insupportable. » La lettre et l'enveloppe sont analysées, on ne retrouve pas de traces ADN. Mais coup de théâtre le 2 octobre 2009. Un homme se présente au 36 quai des Orfèvres et s'accuse. « J'ai tué un médecin à Nemours en 1995. » Mais premier problème, Patrice est mort en 2003. Second problème, cet homme est en état d'ébriété sévère. Alors on le met en dégrisement quelques heures et on l'entend à 22h. Il habite à Nemours et fréquente depuis plusieurs années le service psychiatrique de l'hôpital de Nemours. Il a un casier judiciaire pour des petits larcins. Son psychologue dira de lui qu'il est très fragile, instable et dépendant à l'alcool, ce qui le rend mythomane. Et tout porte à croire que son histoire était bel et bien un gros mensonge, car en réalité, s'il est venu confesser ce meurtre, c'est juste pour se faire excuser de ne pas avoir honoré son rendez-vous au tribunal ce matin-là. En fait, il avait rendez-vous au tribunal correctionnel de Paris pour une agression par arme blanche dans le métro datant d'avril 2009. Alors, il a pris le train la veille et il a passé la nuit à errer dans les rues de Paris et surtout à faire la tournée des bars. Complètement bourré le matin, il n'a pas eu le courage de se rendre au tribunal. Ça paraît dingue, mais rien ne le relie au meurtre et il ne correspond pas non plus au portrait robot. Il est relâché. En 2010, l'enquête est au point mort, et le juge d'instruction envisage de prononcer un non-lieu. Cet été-là, Nathalie,
s'enferme chez elle et se plonge dans le dossier d'instruction. Il y a 7000 pages, le dossier fait 9 tonnes. En lisant le dossier, elle retrouve un protagoniste dont elle avait parlé aux gendarmes au début de l'enquête. 2 semaines avant sa mort, Nathalie et Patrice se sont rendus à une brocante du village. Patrice a raconté à sa femme qu'il venait de croiser un de ses patients, qui se prétend invalide à 80% et sourd. Parfaitement droit, debout et en pleine conversation avec quelqu'un. Nathalie se rend compte que 1. Il a été convoqué à la SRPJ en juillet 2003. La police a vérifié ses déplacements via son téléphone portable et son téléphone abordé dans la zone du crime. Mais il habite à moins de 10 km, donc ce n'est pas vraiment une preuve. 2. Patrice avait prévu un rendez-vous avec cette personne, mais aussi avec une psychologue de l'hôpital pour parler de son cas. Ce rendez-vous était prévu le 15 mai, soit 2 jours après la mort de Patrice. 3. Cette personne percevait 730 € par mois d'allocation. 4. Il correspond à la description du tueur. En 2012, un appel à témoins est lancé pour faire avancer l'enquête. Rien n'en ressortira. Que nous reste-t-il pour nous aider à résoudre cette énigme ? On sait que Patrice connaissait son tueur. Cette veste marron, je l'ai déjà vue. On sait qu'il ne l'a pas reconnu ou alors pas bien vu, sinon il aurait donné son nom. On peut donc supposer que potentiellement ce n'est pas un proche, mais que ce n'est pas non plus un inconnu. Cette personne avait en 2003 un fourgon blanc de marque Iveco. Il portait une veste marron et possède un fusil de calibre 12. Le problème, c'est qu'on n'a rien à analyser. Rien n'a été touché par le tueur, pas de scellé contenant de l'ADN, et en plus, un portrait robot un peu approximatif qui, depuis 20 ans, n'a pas du tout aidé à faire avancer l'enquête. Mais sait-on vraiment pourquoi l'entrepreneur s'est suicidé ? Quel impact le litige qu'il a eu avec la famille Beau a pu avoir sur son entreprise ? Ou bien encore, qui a envoyé cette lettre anonyme au SRPJ en pointant du doigt un collègue de Patrice ? Avait-il d'autres choses à dire ? Pourquoi n'a-t-on pas présenté le fameux fraudeur aux témoins de la rue Edelin ? Et la police a-t-elle investigué sur sa vie en 2003 ? Quel véhicule avait-il ? L'entrepreneur s'est montré plusieurs fois extrêmement virulent, voire menaçant d'ailleurs, trouvant que nos exigences étaient bien trop grandes. L'entrepreneur a continué, malgré ce solde de tout compte, à être virulent et à envoyer des lettres de menace à Patrice. Donc, étant donné ce qui est arrivé à Patrice, évidemment, ça le rendait suspect. Les travaux de la maison de la famille Beau débutent en automne 99 et c'est en début de l'année 2003 que Patrice suspend ses versements. 3 ans et demi, presque 4 ans que les travaux dans la maison où tu habites avec tes 5 enfants n'en finissent pas. C'est assez normal que Fabrice ait pété un plomb. Grès-sur-Loing est une commune de 1400 habitants environ, donc c'est une très petite commune où le bouche à oreille va très vite, sans compter le nombre de personnes que voit par jour un médecin. On peut imaginer qu'un patient de Patrice lui parle de ses travaux, qu'il effectue ou qu'il envisage. Dans ce cas, je pense que Patrice, sûrement bien remonté contre son propre entrepreneur, ne lui ferait certainement pas de la très bonne pub. Vous voyez où je veux en venir ? L'entrepreneur se rend compte que sa société est en péril depuis qu'il a accepté le chantier de Patrice. Et il ne voit pas le bout du tunnel, alors il demande, ou plutôt il missionne un de ses employés pour commettre le crime. Il passe lui-même à 19h dans la salle d'attente afin de voir combien de rendez-vous il lui reste et combien de temps ça peut lui prendre. Puis, il demande à son employé de se rendre au cabinet de Patrice vers 21h et de bien attendre qu'il en sorte pour l'exécuter afin de ne pas entrer dans son cabinet pour ne rien toucher et pas laisser de traces. Et dans cette théorie, vous l'aurez compris, la veste marron qui appartient à un employé de l'entrepreneur de Patrice, Patrice l'aurait régulièrement vu chez lui dans sa propre maison. Alors que nous avions traversé cette brocante, tout à coup, j'avais senti la stupéfaction de Patrice. Stupéfaction telle que je lui avais demandé pourquoi il avait l'air tellement intrigué. Et il m'avait répondu que l'on venait de croiser un homme qui est un patient de l'unité de traitement de la douleur, qui se prétend invalide à 80%, qui prétend être sourd et qu'il a vu
en train de parler avec des brocanteurs, alors qu'il était droit debout sur ses jambes et qu'il semblait parfaitement entendre. Je l'ai senti vraiment interpellé, à tel point que je lui avais demandé « Mais est-ce que tu es sûr que cet homme-là, t'as vu ?» Et il m'avait répondu « Oui, j'en suis sûr. » Nous sommes le 13 mai 2005, il est environ 19h quand le patient malhonnête, le fameux fraudeur, passe au cabinet de Patrice. Il va absolument lui parler avant leur rendez-vous officiel 2 jours plus tard avec la psychologue parce qu'il sait qu'il est coincé. Il veut pas que Patrice le dénonce et il préférait qu'ils s'arrangent tous les deux à l'amiable. Mais quand il voit le nombre de patients qu'il y a dans la salle d'attente qui ont eux rendez-vous, il comprend très bien que ça va être compliqué, d'autant plus que c'est aussi son médecin et il sait très bien à quel point il a du retard dans ses rendez-vous. Donc il rentre chez lui, il boit et il rumine. Une fraude au handicap, ça peut valoir très cher, surtout si ça perdure depuis des années. En plus de l'arrêt des allocations, il va devoir certainement rembourser les sommes versées. Alors il en arrive très vite à la conclusion qu'il faut éliminer le médecin. Pas de médecin, pas de rendez-vous, pas d'arrêt des allocations, pas de remboursement. Donc il décide de prendre son fusil et de retourner au cabinet attendre Patrice. La suite, vous la connaissez. Pour ce qui est de la veste marron, là aussi l'explication se tient. C'est celle qu'il portait à la brocante 2 semaines plus tôt, lorsque Patrice et lui se sont croisés. Et étant donné que Patrice a été très très étonné de voir ce patient debout et en train de parler, il est certain qu'il a dû bien l'observer et qu'il se souvient inconsciemment de cette veste marron qu'il portait ce jour-là. Sa succession a été prise de façon autoritaire par un confrère qui n'a pas remporté visiblement l'unanimité de ceux qui y travaillaient. Ce confrère se sentait humilié du fait des remarques et des critiques. Il se sentait un peu rabaissé et donc des fois se mettait en colère. N'osait pas le dire en face à Monsieur Beau, mais prenait beaucoup sur lui. Depuis plusieurs semaines, ce médecin prend des pics et des réflexions de la part de Patrice. Et un jour, il surprend une conversation entre Patrice et une autre personne du service. Il entend que Patrice pense sérieusement à s'en débarrasser et qu'il attend juste de lui qu'il fasse une erreur. Donc le 13 mai, s'il va voir Patrick à 21h à son cabinet, ce n'est pas pour parler du colloque du lendemain. Ils se disputent et le médecin finit par claquer la porte du cabinet en disant qu'il démissionne. Patrice, ça l'a pas perturbé tant que ça, il continue de faire sa gestion administrative. Foudrage, il passe chez lui chercher un fusil et il retourne au cabinet de Patrice. Pour ce qui est de la veste marron, c'est assez simple, il venait de l'avoir en fait, cette veste. Mourant sur le trottoir, il a peut-être eu un peu de mal à remettre toutes les cases dans le bon ordre. Et même si selon les témoins, ce médecin ne ressemble pas au profil du tueur, eh bien en réalité, on peut toujours douter du témoignage de gens qui ont vu un homme dans le noir. Et on n'oublie pas ces 3 choses. Premièrement, c'est la dernière personne à l'avoir vu avant qu'on lui tire dessus. Deuxièmement, c'est carrément lui qui a repris sa place. Et puis 3e et dernière chose, la lettre. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet Communauté de ma chaîne. Je vous remercie d'avance pour votre vote et vous dis à bientôt pour un nouveau Cold Case.